Hey, va pas trop loin! Maintenant que nos unités peuvent se déplacer sur la grille, c'est le temps de limiter leur mouvement un tout petit peu. Parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est que nos unités soient simplement capables de se déplacer dépendant de la quantité de mouvement de points qu'elles ont. Et en ce moment, il n'y a absolument rien qui les empêche de partir d'un côté de la grille et d'aller complètement jusqu'à l'opposé. Et c'est pour ça qu'on va intégrer ça aujourd'hui. Donc, on est parti. Mais dans Unreal, avant de sauter dans le vrai sujet de la vidéo, je pense que ce que je vais faire, c'est réparer un petit truc que je veux réparer depuis un petit moment maintenant. J'oublie toujours de le faire, mais là, je crois qu'on va prendre le temps de le faire pour que j'arrête de l'oublier. Et ça, c'est dans notre debug menu, dans nos actions. Je vais ouvrir mon button action ici. Et ensuite, je vais aller dans le graphe et ici, j'ai un petit bloc de code qui m'indique si le bouton est sélectionné ou non. Donc, ce que je vais faire, c'est collapser tout ça dans une fonction pour qu'on puisse le réutiliser plus facilement dans d'autres actions après. Donc, ce que je vais faire, c'est clic droit, collapse to function. Je l'ai nommé is current selected action et je vais le mettre pur juste comme ça. Maintenant, je peux la rapprocher et ensuite, je vais la copier et aller en bas ici pour remplacer toutes ces nodes-là. Ici, le petit bloc qu'on avait en bas ici aussi, je vais juste le remplacer par la nouvelle fonction de cette façon. Donc maintenant, on peut compiler et on devrait avoir terminé avec ce blueprint, donc on peut simplement le fermer. Et maintenant, ce que je veux, c'est utiliser la nouvelle fonction dans tous les autres boutons qu'on avait déjà créés. Donc, ce que je vais faire, c'est tous les sélectionner, faire clic droit dessus et faire Edit. Comme ça, l'éditeur va tous les ouvrir pour nous. Et ici, ce que je veux faire pour tous les widgets, c'est aller dans le graphe et juste avant notre cast qu'on faisait ici, on va appeler notre nouvelle fonction qu'on vient de créer. Comme ça, on regarde si le bouton est sélectionné avant d'exécuter toute la logique. Et en fait, ce que je vais faire, c'est au lieu d'appeler le cast directement, je vais mettre la visibilité avant, juste parce que je trouve que c'est un petit peu plus propre. Donc, je vais juste déconnecter ça ici et rapprocher la visibilité, l'attacher de cette façon. Et ensuite, on peut appeler notre cast. Donc là, je vais juste le refaire un petit peu plus proprement parce que c'est pas très beau ici. Et voilà, donc c'est à ça que ça ressemble. Ici, je regarde si mon bouton est sélectionné, j'applique ma visibilité et ensuite, je fais toute la logique du code qui était à l'intérieur du bouton. Et là, ce que je vais faire, c'est aller faire la même chose dans tous les autres boutons. Donc, je vais aller dans ce bouton-là ici, je vais mettre ma nouvelle fonction juste ici pour regarder si le bouton est sélectionné avant de faire toute la logique. Et je vais faire la même chose pour tous les autres boutons. Je ne vais pas aller à travers tout ça avec vous, je vais juste vous montrer le résultat à la fin parce que je crois que vous êtes capable de le faire par vous-même. Et voilà, donc ça c'est mon bouton underscore action underscore add remove unit from combat. Button underscore action underscore calculate min cost. Button underscore action underscore find path to target. Button underscore action underscore increase decrease tile height. Button action set tile type. Button action move unit on grid. Et finalement, button action show tile neighbor. Bon, ça c'est fait, enfin. En fait, pourquoi on a fait ça? Il y a deux raisons. Premièrement, juste parce que je trouve que c'est un petit peu plus propre. Et de deux, parce que les castes n'étaient pas suffisants pour identifier les boutons qui étaient sélectionnés et ceux qui ne l'étaient pas. Parce que, par exemple, si vous aviez deux boutons dans votre interface et dans ces deux boutons-là, les deux boutons utilisaient la même action pour le clic gauche. Nos boutons auraient pensé qu'ils étaient sélectionnés et toute la logique aurait été exécutée pour ce qui est du clic gauche de notre bouton, donc le cast pour ce qui est du clic gauche, donc le Selected Action left click comme ça ici, il aurait été exécuté sur les deux boutons. Et c'est pas vraiment ça qu'on veut dans notre cas, on veut seulement que ça soit exécuté sur le bouton qui est vraiment sélectionné, donc celui que les deux actions correspondent. S'il y a seulement une des deux actions qui correspond, c'est pas le bon bouton, donc c'est vraiment pas ça qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'on remplace nos castes par ce petit check là ici qui est beaucoup plus propre et qui est beaucoup plus clair et qui fonctionne beaucoup mieux. Mais bon, là c'est fait, maintenant on peut aller se concentrer sur la vraie logique. Donc je vais fermer le bouton et aller travailler sur ce qu'on est vraiment supposé faire aujourd'hui. Donc, pour limiter les déplacements des unités basés sur les mouvements de pointe qu'elles ont, il y a en fait deux choses qu'il faut faire. Il faut tout d'abord commencer par générer les cases qui sont reachable basées sur cette quantité de points de mouvement. Et ensuite, on va utiliser ces cases pour limiter le mouvement de l'unité basé sur ces cases spécifiques. Et on va donc commencer par générer la liste de cases qui sont reachable. Et on va faire ça en même temps qu'on sélectionne une case pour le pathfinding. Donc, on sélectionnait une case pour nous préparer à faire un path vers la deuxième case qu'on allait cliquer dessus. Mais en même temps, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on sélectionne une case, on va générer la liste de cases qui sont reachable à partir de cette case-là. Et ensuite, on va utiliser cette liste de cases reachable pour déterminer le path. Donc, pour faire ça, on va devoir rajouter des paramètres à l'intérieur de notre action qui nous permettait de sélectionner une case. Donc, on va réouvrir notre button action find path to target pour rajouter ça. Et dans le designer, je me suis simplement rajouté une nouvelle spinbox ici que j'ai nommée length, donc ça va être la longueur de notre path maximale. Et ensuite, pour les valeurs ici en haut à droite, vous pouvez voir que le min-max c'est -1 et jusqu'à 99999, donc pretty much infini.
Et ensuite, pour le slider, c'est -1 jusqu'à 30. La valeur par défaut, je l'ai mis à 10. Min max digit 0,0. Always snap to delta est à true. Et le delta va être 1. Ensuite, on va aller en bas complètement à droite et on va implémenter l'événement ici. Et le connecter avec les autres juste ici. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est aller à la fin ici où ce que notre cast qui feed toutes les variables à notre action et on va feeder notre valeur à notre action. Mais là, on n'a pas la variable dans l'action, donc on va aller juste l'ouvrir pour aller l'ajouter. Donc ici, j'ai mon blueprint action findPath2Target que je vais ouvrir pour me créer ma nouvelle variable que j'ai besoin. Donc ça va être de type integer et ça va être la longueur de notre path. Donc je vais simplement la nommer max path length. Maintenant, on peut compiler ce blueprint et retourner dans l'interface pour l'assigner ici à la fin. Et voilà, juste comme ça, donc on prend la valeur de notre spinbox et on la met dans notre integer. Mais par contre, cette variable-là ici, c'est seulement pour notre action findPath2Target. Donc, au moment où on essaie de trouver un path, au moment où on calcule le path pour vrai. Mais au moment où on sélectionne la case, en ce moment, cette variable-là n'est pas prise en compte. Et en fait, ce qu'on fait, si on s'en va voir dans le designer, on peut voir que l'action qui est utilisée pour sélectionner une case, c'est juste l'action de base selectIleAndUnit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est nous rajouter une autre fonction, une autre classe, un autre blueprint pour sélectionner notre case, donc selectIleAndUnit, mais aussi pour générer la liste de reachable qu'on va ensuite pouvoir réutiliser plus tard. Donc, je vais aller me créer une nouvelle action pour faire ça. Donc, je vais commencer par aller dans mes actions juste ici et je vais dupliquer mon action selectIleAndUnit. En fait, non, on ne veut pas le dupliquer. On veut pouvoir créer un child blueprint de cette classe-là parce qu'on ne veut pas simplement juste dupliquer le code pour aucune raison parce que ça ne sert à rien. On peut simplement créer un enfant de cette classe-là et ça va fonctionner. On va déjà avoir tout le code qui vient avec. Donc, ce qu'on va faire, c'est clic droit dessus, Create a Child Blueprint Class. Je l'ai renommé action underscore selectile and unit and generate reachables. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est juste le déplacer dans le dossier de pathfinding parce que ça fait plus de sens. Donc, move here. Et maintenant, on va l'ouvrir pour aller faire la logique. Donc, commençons par nous créer une nouvelle fonction que je vais nommer GenerateReachables. Je ne vais rien faire à l'intérieur et ce que je vais faire, c'est aller dans Override ici et overrider notre Execute Action Function ici. Je vais reconnecter mon parent parce qu'on veut quand même utiliser le parent qui était le selectIleAndUnit. Donc, on va sélectionner notre tile et notre unit et ensuite, ce qu'on va faire, c'est appeler notre fonction de GenerateReachable comme ça. Donc, on fait le parent action et ensuite, on fait notre generate. Donc, maintenant, on va retourner à l'intérieur et cette fonction-là va ressembler beaucoup au pathfinding. Donc, on va se recréer les mêmes variables qu'on avait pour notre pathfinding ici. Donc, on va les recréer juste ici. Variable, variable. Donc, voilà, j'ai toutes mes variables. J'ai le include diagonals qui est un booléen et la même chose pour le flying unit only. Ensuite, j'ai mes deux floats, donc le delay between iteration et le max ms per frame. Et finalement, j'ai le max path length qu'on vient de créer qui est un integer. Maintenant, on peut compiler et aller assigner ces variables-là à l'intérieur de notre bouton. Donc, je vais aller dans mon bouton et on va les assigner ici dans le graphe en même temps qu'on assigne nos variables à notre right click. On va faire la même chose pour le left click. Et voilà, c'est à ça que ça ressemble. Oh, c'est un petit peu bordélique, mais bon, c'est pas si pire. Dans le fond, on fait simplement assigner toutes les mêmes variables qu'on avait assignées avant. On les assigne ici en haut dans notre nouvelle classe. Donc, la nouvelle classe selectIleAndUnit and generateReachable ici. On assigne toutes les mêmes variables. Donc, on prend les mêmes inputs de tous nos components de notre widget et on les passe à nos variables. Et ici, juste fait sûr d'utiliser le left click et non le right click pour notre casse parce que notre action du clic gauche va être la sélection et notre action du clic droit est le find path comme avant. Mais par contre, ici, notre action du clic gauche n'est pas utilisée comme il faut parce que, en fait, elle est utilisée comme il faut, mais elle n'est jamais appliquée comme il faut parce que dans notre interface, si on retourne dans notre designer, ici, on ne l'avait jamais assigné à notre bouton depuis qu'on l'a créé. Donc ici, j'ai mon left click action et je peux assigner mon action selectIleAndUnit and reachable ici. Donc on va assigner celle-là, comme ça au moins notre interface devrait maintenant fonctionner, sélectionner la bonne action et ici le cast va bien fonctionner et ensuite passer toutes les variables comme il faut. Et maintenant, dernière petite chose avant de pouvoir fermer ce blueprint, c'est qu'il faut aller juste ici, il faut aller faire notre visibility parce qu'on l'a fait pour toutes les autres components, mais on ne l'a pas fait pour la nouvelle spinbox qu'on vient de créer, donc spinbox length ici. Donc ce que je vais faire, c'est juste la mettre avec les autres et la connecter de cette façon. Donc collapsed quand l'action n'est pas sélectionnée et visible quand l'action est sélectionnée. Parfait, maintenant on peut compiler et on a fini avec l'interface, donc on peut fermer l'interface. Et on est enfin rendu à notre fonction pour générer les reachables. Et en fait, la logique n'est pas si compliquée que ça. C'est pas mal la même chose qu'on a fait pour le findPath. Donc je vais retourner dans findPath ici, dans mon execute action que j'avais ici, et je vais juste dupliquer tout le code qui est à l'intérieur et aller le coller à l'intérieur de mon generatorReachable que j'ai juste ici. Donc je vais juste le reconnecter au tout début comme ça. Et maintenant, le code, il chiale qu'il n'y a pas de fonction qui match pour le onPathfindingCompleted. Donc, on peut juste créer une matching function.
Je l'ai renommé OnPathFinding Completed et maintenant pour la logique de cette fonction-là, on va faire exactement la même chose qu'on a fait pour dans notre FindPath. Donc je vais retourner dans FindPath encore une fois et on va aller dans notre OnPathFinding Completed Function qui est ici et je vais simplement prendre toutes les nodes qui sont à l'intérieur, les copier et aller les coller dans notre nouvelle action juste ici. Donc on connecte notre for each loop et notre path. Et maintenant que nos bases sont toutes là dans notre blueprint, on peut commencer à les modifier. La première chose que je vais faire, c'est la couleur qui est juste ici. Donc, on voit ici qu'on utilise la couleur isInPath, mais là, dans notre cas, on va avoir une nouvelle couleur pour les reachable. Donc, c'est la première chose qu'on va faire. On va aller nous créer une nouvelle couleur pour ça. Donc, dans notre dossier de Grid Utilities, on a notre enum TileState qu'on peut ouvrir pour ajouter une nouvelle couleur. Donc, on ajoute un nouvel élément que je vais renommer isReachable. Maintenant, je vais sauvegarder mon enum et le fermer et ensuite on va aller dans le Grid Machinist pour appliquer la couleur. Je vais ajouter mon enum à la fin de ma loop, donc en dernier élément ici le isReachable et pour la couleur, je vais lui assigner une teinte de bleu foncé comme ça. Donc voilà, maintenant on a notre couleur qui devrait être appliquée à nos cases, donc on peut sauvegarder et fermer le Grid Machinist parce qu'on n'en aura plus besoin. Et dans notre action, on peut simplement changer l'enum, donc le isInPath on le change pour isReachable et on va aller faire la même chose dans notre GenerateReachable function ici. Donc on a le isInPath qu'on clear au début, on va le remplacer par le reachable comme ça. Bon, ok, là on peut maintenant aller modifier notre fonction FindPath ici pour qu'elle supporte les reachable, parce que c'est ça qu'on va faire, on va la modifier un tout petit peu pour qu'on puisse appeler la même fonction pour soit avoir les reachable ou non. Donc on peut juste l'ouvrir pour aller la modifier. Et la première chose que je vais faire, c'est aller au tout début de la fonction, aller me créer les deux nouvelles variables qu'on va utiliser. Donc, nouveau paramètre, nouveau paramètre. Comme ça ici, donc j'ai mon return reachable qui est un booléen qui va nous dire si on veut return les reachable ou le path comme on le fait habituellement. Et ensuite, j'ai mon path length qui est simplement un integer qui est pour le path length. Pour ces deux variables-là, je les mets dans deux autres variables ici, donc des variables de mon blueprint. Donc, j'ai mon return reachable tiles qui est ici et j'ai mon max path length qui est ici. Et donc, comment on fait pour supporter les reachables? En fait, c'est super simple. Et c'est exactement pour ça que je ne me suis pas créé une autre fonction pour faire ça, parce que c'est relativement très semblable du FindPath. En fait, il faut faire exactement la même chose qu'on fait pour notre FindPath, mais à la fin, au lieu de retourner le path, on fait simplement retourner notre Analyze de Tile Indexes, la liste qui est là. Parce que si les cases font partie de cette liste-là, ça veut dire qu'on est capable d'aller marcher sur cette case-là. On est capable de se rendre jusqu'à la case et on est capable de l'analyser en étant dessus. Donc, c'est pour ça qu'à la fin de notre path, on va simplement pouvoir retourner notre liste au complet parce que c'est la liste de toutes les cases qui peuvent être atteintes par l'unité ou tout simplement par la case qu'on a de sélection. Et en fait, il y a seulement deux endroits où on peut faire ce check-là et retourner notre liste d'analyzed. Et le premier est ici à la fin de la fonction en bas ici, parce que c'est ici que notre fonction retourne si jamais on n'utilisait pas un délai. Donc ça ici, c'est ici que ça nous regarde si on utilise un délai. Si on utilise un délai, ça va être la seconde place où on va devoir retourner. Mais ici, vu qu'on n'utilise pas de délai, on va pouvoir retourner ici notre Analyzed List. Et je vais la faire de cette façon. Donc, je vais me prendre un Select pour décider si je veux utiliser mon make array vide que j'avais avant ou sinon, si je veux utiliser mes reachable, ici, je vais returner mon Analyzed Tile Indexes, juste comme ça. Et pour la deuxième place, ça va être dans notre event graph parce qu'on utilise le délai et en fait, c'est juste ici. Donc, on retournait un make array vide. Donc, on va enlever le make array vide et on va le remplacer par notre select comme ça, de la même façon qu'on avait fait à l'intérieur de notre fonction, comme ça. Et maintenant, il reste juste une dernière petite chose à faire pour que le support des reachable tiles fonctionne à 100%. Et ça, c'est dans le isInputDataValid ici. Parce que ici, c'est là qu'on regarde si jamais notre input data, donc notre start index et le target index étaient valides. Et on va regarder ce que ça fait. Dans le fond, ici, au tout début, ça s'assure que le start index est valide. Donc, ça, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. On veut faire sûr que l'index de départ est valide. Ça, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais par contre, tout ce qui arrive après toute la fin, ça s'assure que le target index est valide. Mais dans le cas où on génère les listes de reachables, dans le fond, toutes les cases qui sont autour de notre unité, on ne veut pas vraiment savoir, on n'a pas vraiment de target. Donc, on ne peut pas vraiment comparer pour savoir si la target est valide parce qu'on n'en a pas de target. Donc, tout ça ici, c'est pas vraiment utile et en fait, ça va nous empêcher de faire ce qu'on veut parce que ça va sûrement retourner que la target n'est pas valide si jamais on donne un target qui n'était pas valide. Donc, c'est possible qu'elle ne soit pas reachable et tout comme ça. Et donc, c'est pas vraiment ce qu'on veut. On veut vraiment ignorer tout ce code qui est là ici. Et c'est pour ça que ici, je l'ai déplacé un petit peu plus à droite. Et juste entre les deux ici, je vais simplement
me faire ça comme ça. Donc, je regarde si mes reachable ici étaient à false. Donc, si jamais je ne veux pas return les reachable, je veux générer un path normal. Donc, on peut exécuter tout le reste du code. Mais sinon, si jamais on voulait générer nos reachable, on va simplement retourner que c'est valide ici. Donc, on coche la petite case ici is valide. Comme ça, on fait juste tout skipper toutes les checks qui s'assurent de la validité de notre target parce qu'on n'en a pas de target de toute façon. Donc, on peut simplement retourner is valide juste ici. Et voilà, maintenant, on devrait pouvoir compiler, sauvegarder et les reachable devraient fonctionner. Et maintenant, pour aller tester tout ça, on va retourner dans notre action et on va commencer par cocher notre checkbox ici qui nous indique qu'on veut retourner les reachable parce que sinon ça va juste retourner un path puis c'est pas ça qu'on veut. Donc voilà, ça fonctionne. Et ensuite, dernière chose, c'est le target qui est ici. Parce que notre target, ici, on va le splitter et on va lui mettre un index invalide. Donc, moins 999, moins 999 dans les deux. Parce que si jamais l'index était valide et que le pathfinding se rend à cet index-là par erreur, même si on ne veut pas vraiment se rendre à une case quand on génère les reachable, le pathfinding se rendrait à cette case-là et arrêterait de fonctionner parce qu'il trouve sa target, donc il arrête. Mais en lui donnant une case qui est invalide de cette façon, le pathfinding va toujours continuer. Il va continuer jusqu'à ce qu'il trouve la case finale, la case target, qui dans ce cas-là est invalide, donc il ne va jamais la trouver. Donc il va vraiment juste continuer à générer des cases dans notre liste d'analyzed pour nous, pour nos reachable, et ça va fonctionner exactement ce qu'on veut. Il va juste seulement arrêter aussitôt qu'il trouve la fin du path length, comme ça ici, qui rend sa limite. Mais bon, en ce moment, on n'a pas implémenté le path length, donc ça ne cause pas de problème. Parfait, donc ça devrait fonctionner, je crois, comme ça. Donc je peux juste compiler et aller tester, voir. Donc sélectionnons notre action Select Find Path et on peut cliquer n'importe où sur la grille. Ok, voilà. Bon, on voit que nos cases de reachable semblent fonctionner. On voit que notre unité peut marcher à peu près n'importe où sur la grille. En fait, en ce moment, ça fonctionne très bien parce qu'on n'a pas implémenté le path length, donc l'unité peut se rendre littéralement où ce qu'elle veut. Elle a autant de points de mouvement de points qu'elle veut. Donc voilà, ça fonctionne très bien. La seule chose qui nous indique que ça fonctionne, pour vrai, parce qu'en ce moment, ça fait juste highlighter toutes les cases de la grille, donc évidemment, c'est pas très clair. Mais la raison pourquoi on voit que ça fonctionne, c'est toutes les cases qui sont ici au milieu. C'est les cases pour les flying units, et on voit que notre unité ne peut pas marcher dessus en ce moment parce que les cases de flying unit sont décochées. Si je coche cette case-là et que, mettons, je clique sur une nouvelle case, on voit que maintenant ces cases-là sont incluses. Donc on voit que notre unité peut maintenant marcher sur ces cases-là, et vice-versa, si elle est décochée, on voit qu'elle ne peut pas. Non, parfait, ça fonctionne. Maintenant, il reste simplement à aller limiter la longueur du path. Donc, on va aller faire ça. Et pour faire ça, en fait, il y a seulement deux petites choses qu'il faut changer. C'est super simple. Donc, premièrement, vu qu'on est déjà dans le isInputData valide, je vais me rajouter un autre check pour faire sûr qu'on a assez de mouvement de points pour se rendre jusqu'à destination. Donc, pour ça, je vais aller ici. Je vais aller à la fin, donc avant de regarder vraiment la case en détail ici. Ce que je vais faire, c'est me rajouter un autre petit check juste avant. Donc, je me fais un petit peu d'espace et je fais ça ici. Donc, ce qu'on fait, c'est on s'assure que dans le meilleur des cas, donc get minimum distance between two tiles, ça nous donne le meilleur coup possible. Donc, dans le meilleur des cas possibles, si jamais c'était juste en ligne droite de la case initiale jusqu'à la target, est-ce que dans le meilleur cas possible, est-ce qu'on a assez de mouvement de pointe? Parce que si jamais on n'a même pas de mouvement de pointe, si on n'a même pas assez de mouvement de pointe dans le meilleur cas possible, ça ne sert absolument à rien de trouver un path parce qu'on ne se rendra jamais, à moins que vous avez des cases qui coûtent des points négatifs, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais bon, dans ce cas-là, ici, c'est seulement une optimisation pour être sûr de ne pas essayer de trouver un path si jamais c'était complètement impossible de se rendre jusqu'à la fin, si jamais on n'a pas assez de mouvement de pointe. Donc ici, on fait juste regarder si le minimum cost between two tiles est plus petit que le maximum de mouvement de pointe qu'on a. Et si c'est le cas, eh bien, on peut continuer le flow, mais sinon, c'est impossible qu'on se rende avec le nombre de mouvements de pointe qu'on a. Donc, c'est impossible. Donc, on peut simplement retourner que le data d'input est complètement invalide et skipper le calcul du path. Et la deuxième chose qu'il faut changer, c'est super simple, c'est à l'intérieur de notre Discover Next Neighbor function ici. Parce que dans le fond, on vient de découvrir un nouveau voisin, on a un petit peu d'informations sur ce voisin-là, on sait exactement c'est quoi sa distance entre la case de départ et la case du voisin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement lui demander, OK, est-ce que tu es trop loin à partir de la case de départ? Parce que si jamais j'avais 10 mouvements de pointe et que le voisin est à la case 12, eh bien, ça sert à rien. Le voisin est trop loin, on va juste le skipper parce qu'au moment où on le découvre, on sait que, dans le fond, le voisin, il est trop loin. Donc, on fait juste l'ignorer. Et c'est ce qu'on va faire dans cette fonction-là. Et maintenant, si je dézoome un tout petit peu, en fait, j'irai pas très loin, ça va être juste ici. C'est ici qu'on calcule le cost de ce neighbor-là à partir du début. Donc, c'est ici qu'on le sait que le neighbor, à partir du début du path, il coûte, on va dire, 5. Et c'est ici aussi qu'on va en même temps regarder si le coût du neighbor est plus petit ou égal au maximum du path. Donc, si jamais le neighbor est à 10 et qu'on a un maximum à 8, eh bien, on fait juste ignorer le neighbor parce que le neighbor est trop loin. C'est trop loin,
on y va pas, on fait juste l'ignorer et voilà, c'est tout. Donc c'est ça qu'on fait ici. On regarde si le cost from start est plus petit que le max path length, on s'assure que c'est true. Sinon, on fait juste retourner false parce qu'on va ignorer le voisin parce qu'il est juste trop loin. Et maintenant, on devrait déjà avoir tout ce qu'il nous faut pour tester. Donc je vais retourner dans mon action, prendre mon path length et le connecter au path length de ma fonction, comme ça ici. Et maintenant, je peux compiler et retourner pour faire jouer. Et donc, si je sélectionne mon action et que je clique sur la grille, et voilà, on voit que maintenant, notre unité, elle ne peut pas se déplacer partout sur la grille. Elle peut maintenant seulement se déplacer dans la zone qui est autour de notre case sélectionnée, qui est cette zone-là, qui, dans le fond, correspond à la quantité de mouvements de points que j'ai. Donc, si je réduis mes mouvements de points à 3, et voilà, ça fait beaucoup de sens. Donc, on peut se déplacer 1, 2, 3. Et voilà, donc maintenant, ça fonctionne très bien. L'unité peut être seulement se déplacer dans les cases qui sont prêtes et ne peut pas se déplacer sur toute la grille au complet. Parfait, c'est exactement ce qu'on veut. On va juste tester, voir si les diagonals fonctionnent et ça semble fonctionner parce que maintenant le pattern devient un carré. Ici, ces cases-là coûtent plus cher, donc c'est pour ça que mon pattern ne se rend pas aussi loin que d'habitude parce qu'il peut seulement se rendre à 3 mouvements de pointe et les cases coûtent 2, donc ça ne va pas très loin. Et ensuite, pour les flying, et voilà. On voit que maintenant, je peux me déplacer aussi sur les flying tiles. C'est parfait. On dirait que ça fonctionne très bien. Même chose si on agrandit ou on ratisse la longueur de notre patte. Parfait. Petite chose ici, j'avais mis ma length qui pouvait aller jusqu'à -1 comme minimum dans ma spin box ici, mais bon, je vois pas vraiment à quoi ça sert. C'est pas vraiment utile. J'avais une idée en tête, mais je me suis rendu compte que l'idée n'était pas très bonne, donc on va juste pas la faire. Et à la place, ce que je vais faire, c'est juste faire que la minimum length dans ma spin box soit 0 comme ça. Donc on va aller juste faire ça rapidement. Donc, rapidement, à l'intérieur de notre button action Find Path to Target, on peut juste sélectionner notre spin box ici et setter une valeur de 0 pour le minimum et le maximum value. Donc minimum value, minimum slider, comme ça ici. Comme ça, voilà, ça devrait avoir un minimum de 0. On peut le faire. Donc là, c'est bien. Toutes nos reachables, ils fonctionnent très bien partout. Parfait. Mais par contre, ce qui arrive si on fait un clic droit, OK, il n'y a rien qui se passe. Techniquement, ça devrait dessiner un path, mais ça dessine pas de path. OK, va falloir réparer ça. Ensuite, c'est quoi ça fait? Oh, OK. Si on refait un clic gauche. Maintenant, je peux dessiner partout sur la grille. OK. C'est intéressant. C'est pas ce qu'on veut, mais bon, c'est intéressant. Ensuite, si je refais un clic droit, ça disparaît. Et clic gauche, je peux redessiner. Clic droit, clic gauche. OK. Bon, il y a plein de choses qu'il faut qu'on répare ici. C'est pas génial. Mais on va commencer, je crois, par le fait de dessiner un pad juste quand on fait un clic droit. Parce que ça risque d'être simple à réparer. Et ensuite, on va fixer tous les autres problèmes qu'il y a. Et en fait, c'est super simple à réparer pour vrai. On peut juste retourner dans notre action de Find Path to Target et aller dans notre Execute Action. Ici, on n'avait jamais connecté notre path length. Donc, je vais juste prendre ma variable de path length et la connecter de cette façon. Voilà. Maintenant, si on retourne essayer, on devrait maintenant avoir un path de dessiner. Et voilà, donc maintenant, si je fais un clic droit dans les cases qui sont reachable, on voit que j'ai un path qui se dessine. Parfait. Donc là, ça fonctionne très bien et tout est redevenu comme normal. Par contre, ça n'a pas réparé ça. Quand on fait un clic gauche maintenant, c'est toujours brisé et c'est vraiment étrange. Donc, pourquoi ça arrive? En fait, c'est que dans le fond, on a deux components dans notre level. On a deux actions. Donc, on a notre action Find Path to Target et notre action Select Tile End Unit ici qui se sont attachés au même callback. Donc, j'ai mon callback ici de onPathFinding Completed qui est la même dans celui-là ici. Donc, les deux fonctions se font appeler en même temps lorsque un path se fait trouver. N'importe quel path, que ce soit les reachable ou le find path normal, soit qu'il a trouvé un path, soit qu'il a trouvé les reachable, mais ce callback-là se fait appeler dans les deux. Et le résultat de ça, dans le fond, si je m'en vais dans le onPathFinding Completed ici, on voit que ça essaie d'ajouter le state to tile reachable. OK, ça c'est fine, on est dans les reachable, donc ça fait du sens. Mais aussi dans le find path, ça fait exactement la même chose. Donc dans le onPathFinding Completed, on essaie d'ajouter le isn't path. Donc là, ici, il y a les deux qui s'additionnent une à l'autre, ils sont contradictoires une à l'autre. Ils essaient d'ajouter des states les deux en même temps et ça fait un petit bordel étrange et c'est pas très beau. Et en fait, ça cause beaucoup de problèmes ailleurs dans le jeu aussi. C'est juste qu'on s'en rend pas compte pour l'instant. Mais à tous les endroits où on est attaché à notre pathfinding completed, à chaque fois qu'on va générer des reachables, ça risque de briser la logique parce que les reachables sont pas vraiment faits pour être en même temps que le path. Dans le fond, c'est pas le même usage au final. Et en fait, il y a plusieurs façons qu'on pourrait réparer ça, mais je pense que je vais être paresseux puis je vais simplement me créer un objet indépendant pour le pathfinding, pour les reachables. Comme ça, il va pouvoir avoir l'objet
pour le pathfinding pour le vrai path et il va avoir l'objet de pathfinding pour les reachables. Là, tous les objets dans le jeu, ils vont pouvoir décider, OK, est-ce que je m'attache au reachable ou je m'attache au pathfinding, le vrai pathfinding. Et le component qu'on utilise en ce moment, qu'on veut dupliquer, est dans notre grille. Donc, je vais aller ouvrir mon BP Grid et ici, notre Grid Pathfinding Component, notre child actor qu'on a ici, on peut simplement le dupliquer. J'ai ajouté underscore reachables à la fin du nom parce qu'on va seulement l'utiliser pour les reachables et ensuite, on va faire exactement la même chose qu'on a fait pour notre component initial. Donc, le Grid Pathfinding Kit ici, on l'avait mis dans une variable, donc on va faire exactement la même chose. Donc, ça, c'était dans le construction script. On va faire exactement la même chose pour notre autre component qu'on vient de créer. Donc, je vais juste dupliquer tout ça ici et remplacer le component par le nouveau component. Et ça ressemble à ça. Donc, ici, j'utilise mon nouveau component à la place de l'ancien, donc le nouveau component qui est ici. Et ensuite, je me suis créé une nouvelle variable pour le Grid Pathfinding Reachables qui est ici, que j'ai juste mis là, et que je set la grille comme qu'on faisait avant. Et maintenant, on devrait être simplement capable de retourner dans notre action de reachable et s'attacher à cette variable-là au lieu de l'ancienne. Donc, on va vraiment s'attacher au nouveau component quand on génère des reachables. Donc, je retourne dans mon action de selectile for reachables, juste ici, et je vais aller dans ma fonction de generator reachables. Et ici, on a notre ancien component qui est ici et notre ancien component qui est ici. Donc, je vais juste les remplacer les deux par le nouveau component. Et juste comme ça, et maintenant, ça fait en sorte que notre action de Generate Reachable utilise un différent component de notre action de FindPath. Donc maintenant, ça devrait avoir réparé notre problème. Et je crois que ça a fonctionné parce que ici, si je bouge et que je dessine un nouveau path, on voit que le path apparaît simplement à l'intérieur de notre zone de Reachable. Quand on est à l'extérieur, le path, il ne peut pas se calculer parce qu'il est trop loin. Donc, on voit que ça fonctionne très bien. Et si je bouge, je peux dessiner mon path ici, là, et il n'y a pas de problème, tout fonctionne très bien. Parfait. Par contre, là, on a tous les petits blocs qu'il nous faut pour qu'on puisse déplacer notre unité, mais je me suis rendu compte que, en fait, je viens de réaliser qu'on a un petit bug ici. Si jamais on bouge et qu'on avait déjà un path de dessiné, le path, il reste là ici. Et c'est pas très beau. Donc, je pense qu'on va aller réparer ça rapidement avant de rajouter nos unités sur notre grille parce que c'est pas très beau. Et pour pouvoir réparer ça, il faut que notre action, FindPath2Target, que notre action soit au courant toutes les fois que notre Selected Tiles change dans le player action. Et en ce moment, c'est pas vraiment possible de le faire. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est aller nous créer un nouveau callback dans notre player action. Donc, je vais aller dans Player et ouvrir BP Player Action ici. Et je vais me créer un nouvel Event Dispatcher. Je l'ai nommé Unselected Tile Changed et je lui passe un index en input, donc un endpoint ici en haut à droite. Et ensuite, on va appeler ce callback-là à l'intérieur de notre setSelectedTile and Unit Function, donc la fonction que j'ai ici. Et on va l'appeler à chaque fois que l'index change. Donc l'index est ici, je peux simplement zoomer un peu et je vais appeler mon callback à toutes les fois qu'il change. Donc ici et en haut aussi, mais en fait, je vais juste le connecter de cette façon parce que c'est juste plus simple. Donc SelectedTile, on lui passe en input comme ça. Et voilà, maintenant on a notre callback qui va notifier notre action. Quand que le callback est créé, on retourne dans notre action, on va aller dans notre Event Graph ici pour s'y attacher. Et on va s'y attacher juste comme ça. Donc on va faire ça simplement. Dans le Begin Play, on s'attache à notre événement OnSelectedTileChanged qui va en retour appeler notre événement qu'on crée juste ici et que cet événement-là, il va simplement appeler notre fonction ExecuteAction. Donc, comme ça, on va pouvoir appeler notre fonction ExecuteAction en lui passant un invalide index. Comme ça va juste cacher le path. Et maintenant, allons tester ça. Et voilà, ça fonctionne. Donc maintenant, si je sélectionne un path et que je sélectionne une autre case, ensuite, on voit que le path disparaît avant de générer les reachables de la nouvelle case. Parfait. Bon, on a fini. On peut maintenant aller faire les unités rapidement. Donc, on en est rendu où avec nos unités? C'est quoi la première étape? Je vais commencer par rajouter une unité sur la grille pour voir c'est quoi le behavior actuel. Donc, en ce moment, je vais faire sélectionne et move mon unité. Donc, je la sélectionne et ensuite, je fais un clic droit et bon, ça fonctionne plus. Il n'y a plus rien qui marche. Yeah, c'est super. En fait, aussi, j'ai mon unité de sélectionner, mais ça ne montre pas les reachables. Donc, ça, c'est un problème aussi. Donc, il y a le problème des reachables qui n'apparaît pas quand on sélectionne notre unité. Et ensuite, quand on fait un clic droit sur la grille, ça ne fait pas de path non plus et ça ne déplace pas l'unité. Donc, c'est pas très bien. On va aller réparer ces deux trucs-là. Et pour réparer les reachables, ça devrait être super simple. Ça devrait être dans notre debug menu et dans nos actions. Dans le fond, dans notre bouton de Move Unit on Grid, on n'utilisait pas la bonne action. Donc ici, je vais sélectionner mon bouton et en haut à droite, je vais changer l'action SelectTile and Unit. Je vais la remplacer par SelectTile and Unit and Generate Reachables. Comme ça, on devrait avoir maintenant nos reachables sur notre grille si on retourne.
Mais en fait, ça marche pas non plus. Je sélectionne mon unité et ça ne montre pas aucune reachable. Et pourquoi donc? Dans le fond, c'est juste parce que si on retourne dans notre bouton ici et qu'on va dans le graphe, on voit qu'on n'applique jamais aucune information du path. Donc, pas la longueur du path, pas s'il doit utiliser diagonale et des choses comme ça. Et c'est complètement normal parce que dans le fond, on veut utiliser les informations directement de notre unité. On ne veut pas lui feeder de l'information à partir de l'interface. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller modifier notre action Select Tile and Unit and Generate Reachables pour qu'on puisse aussi supporter les unités, pas seulement du data qui est feedé comme le data qui est ici. Ce que je vais faire, c'est aller à droite ici, me faire un tout petit peu d'espace, déplacer le findPath ici, et avant d'appeler notre findPath, on va regarder si notre unité est valide. Donc, si le selected unit est valide dans le player action, on va faire un findPath qui est différent du findPath qu'on a ici, parce que le findPath qui est ici en bas à droite, c'est le findPath qui utilise du data qui est feedé directement, donc les diagonales, les types, la longueur du path et des choses comme ça. Donc, on ne va pas utiliser ce findPath-là parce que lui, c'est avec du data feed et on va utiliser un findPath différent pour utiliser le data de l'unité. Donc, je vais juste copier ces nodes-là ici et les mettre là et on va lui passer du data de l'unité ici en input. Et juste comme ça, on accède au data de notre unité et on peut prendre les tile types pour feeder notre fonction et même chose pour les diagonales comme ça ici. Le délai et les max millisecondes, on s'en fout un peu. Les reachables, c'est coché, c'est parfait. Et ici, il nous manque le path length parce qu'il n'est pas encore dans notre data. Donc, on va aller rajouter ça dans notre data. Donc, retournons ici et allons dans notre dossier d'unité dans Utilities. Je vais ouvrir ma structure SUnitData et me créer une nouvelle variable pour la quantité de movement points que notre unité a là en ce moment. Je l'ai nommé MP_current et je lui ai mis une valeur par défaut de 3, donc 3 mouvements de pointe par défaut. Maintenant, on peut sauvegarder et fermer la structure et aller dans notre data table juste pour aller appliquer des valeurs par défaut à tous nos différents types d'unités. Et voilà, donc mon Warrior, il y a 3 mouvements de pointe, Ranger 5, mon Priest en a 4, Slime 3, mon Chicken en a 10, mon Bat en a 3. Parfait, maintenant on peut sauvegarder la data table et on devrait être capable de retourner dans notre action pour pouvoir connecter notre MP current parce que maintenant on a notre variable pour le path length. Parfait, maintenant on devrait pouvoir compiler et aller tester et ça devrait fonctionner. Voilà, maintenant quand je sélectionne mes unités, on voit que la range de mouvement elle apparaît et on voit que chacune de mes unités ont des ranges différentes. Donc des unités se déplacent plus loin que d'autres. Parfait, donc on dirait que ça fonctionne très bien. Par contre, là, je peux toujours pas déplacer mes unités avec un clic droit, ça fonctionne toujours pas, donc on va aller devoir réparer ça. Allons faire ça. Et ça va être dans notre action de Move Unit on Grid, donc je vais retourner dans mes Player Actions, dans mon Pathfinding ici, et j'ai mon action Move Unit on Grid que je vais ouvrir. Et ici, dans notre fonction de Execute Action, dans le fond, c'est simple, c'est juste que nos mouvements de pointe ne sont jamais connectés ici au findPath, donc je vais juste le reconnecter comme ça. Et maintenant, ça devrait fonctionner parce que maintenant, on devrait avoir toute l'information qu'il nous faut pour générer un path. Voilà, maintenant, si je sélectionne mon unité et que j'essaie de la déplacer, on voit que ça fonctionne très bien. Mon unité se déplace, mes reachables ne se font pas updater, mais au moins, on est capable de déplacer nos unités et elles ont tous des ranges de mouvements différents et on ne peut pas essayer de les déplacer à l'extérieur de leur range. Donc, c'est vraiment limité à la range de déplacement qu'on lui assigne. Parfait, donc ça fonctionne bien. Par contre, c'est ça, c'est un petit peu fatigant qu'il faut recliquer sur l'unité pour générer notre prochaine range. Donc, il faudrait, quand l'unité commence à se déplacer, cacher la range actuelle parce que c'est plus nécessaire qu'elle soit visible. Et quand l'unité finit de se déplacer, on la réaffiche, on la recalcule pour montrer la nouvelle range. Comme ça, on est prêt directement à générer un nouveau path. Donc, on va aller faire ça rapidement avant de terminer la vidéo d'aujourd'hui. Et donc, la première chose qu'on va avoir besoin, c'est un nouveau callback dans notre unité parce qu'on a déjà un callback dans notre BP unit qui nous dit quand que l'unité finit de marcher. Donc, on a déjà ce qu'il nous faut si jamais on veut régénérer les reachables à la fin. Mais pour pouvoir les cacher, il faut savoir quand l'unité commence à marcher et on n'a pas de callback pour ça. Donc, je vais juste me faire un nouvel event dispatcher pour ça. Je l'ai nommé onUnit started walking et je lui passe un BP unit en input que j'ai nommé unit ici en haut à droite. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est aller là où on commence à marcher, donc dans l'event follow juste avant de faire le continue to follow path ici, je vais pouvoir appeler notre callback juste ici. Donc, on l'appelle juste avant de commencer à marcher. Et pour l'unité, on peut lui passer self parce que c'est l'unité self qui commence à marcher. C'est vraiment cette unité-là. Donc, voilà. Maintenant, on peut compiler et retourner dans notre action de Select Tile and Generate a Reachable. Et ici, ce que je viens de faire, c'est simplement me connecter à mes deux nouveaux callbacks, donc le Started Walking et le Finished Walking, juste ici, avant de demander à notre unité de marcher et de faire un findPath juste ici, avant de générer les Reachables. Comme ça, ici, on peut se connecter aux deux callbacks et on va se créer des matching functions pour les deux. Donc, create matching function,
Ensuite, on peut retourner et aller se créer une matching function pour la deuxième aussi. Et on va les renommer bien sûr. La première fonction, c'est le onUnit started walking, donc quand l'unité commence à marcher. Et pour la logique, c'est très simple. Il suffit d'appeler notre clear state from tile juste pour pouvoir enlever toutes les reachables qui sont sur notre grille. Donc comme ça, quand l'unité commence à marcher, on cache toutes les reachables. Pour la deuxième fonction, c'est le onUnit finished walking. Et la logique est encore plus simple. Il ne suffit que de régénérer les reachables parce que l'unité vient de finir de marcher et on va juste remontrer les nouvelles reachables si jamais on veut la redéplacer encore une fois. Et je pense que c'est tout, donc on peut aller tester. Et voilà, donc maintenant j'ai mon poulet sur ma grille et quand je l'essaie de le déplacer, on voit que le reachable se cache et une fois que le mouvement est terminé, les reachables réapparaissent comme ça. Je peux savoir jusqu'où je peux me déplacer avec mon poulet. Parfait, donc je crois que la feature est complète et on a fait tout ce qu'on était supposé de faire aujourd'hui. Super! Mais par contre, avant de finir la vidéo, il y a un bug que je veux réparer vraiment. Ça fait déjà plusieurs vidéos que je le vois puis que je veux le réparer, mais j'ai jamais eu le temps. Donc là, je vais prendre le temps de le réparer parce que je suis tanné. Donc on va faire ça rapidement. Et dans le fond, le bug, c'est relativement simple. Nos unités ici, on ne devrait pas être capable de les spawner sur des cases qui sont flying unit only. Ça devrait juste être les bats qui devraient pouvoir spawner sur ces cases-là parce que c'est ça qui fait du sens. Mais par contre, on est capable en ce moment. Donc je peux spawner mes rangers par-dessus des cases qui sont pour les unités volantes seulement. Et ça, c'est pas bon. Faut pas faire ça du tout. Et en fait, c'est la même chose si jamais les cases se font changer. Donc ici, j'ai mon set tile type que je peux changer en dessous de mes units qui sont déjà spawnés sur des cases normales. On voit que les unités restent là et sont maintenant sur des cases qu'elles ne devraient pas. Donc ça, c'est pas très bien. On devrait réparer ça parce que dans le fond, si jamais, si on se sert d'exemple, le add remove tile ici, si je remove mes cases, on voit que les unités, ils s'enlèvent parce qu'elles sont maintenant sur des cases qui sont invalides. Donc on va faire exactement la même chose, mais pour les cases qui sont volantes et tous les autres types de cases que les unités n'ont pas le droit de marcher dessus. Et donc, la première place qu'on va aller réparer ça, c'est dans notre action qui ajoute les unités sur la grille. Donc, je vais aller dans Player Action, Combat et aller dans mon action Add Remove Unit from Combat. Et ici, au début de la fonction, on regarde si la case était marchable avant de spawner l'unité dessus, mais ça ne nous dit pas si jamais l'unité a le droit de marcher sur cette case. Il y a des unités qui peuvent marcher sur des cases et certaines qui ne peuvent pas, même si les cases sont marchables pour certains types d'unités. Donc, à la place, on va remplacer la condition qui est ici par un check pour regarder si l'unité a le droit de marcher sur cette case-là. Et c'est comme ça que je fais ça. Donc, c'est beaucoup de nodes, mais bon, c'est relativement simple. On commence par regarder le default unit data from unit type, les unit type qu'on veut spawner en ce moment, et on prend les valid tile type. Dans ces valid tile type là, ça va nous dire les cases que l'unité a le droit de marcher dessus, et c'est simple, on fait simplement faire un contains en utilisant le type de notre case sur laquelle on essaie de spawner. Donc, si jamais elle contient ce type-là, on peut spawner l'unité, sinon on ne peut pas. Bon, ok, ça devrait réparer cette fonction-là. Maintenant, il faut aller réparer toutes les fonctions qui sont reliées à la régénération de la grille. Donc, quand que la case se fait changer de type, lorsque l'unité était déjà spawnée dessus. Et ça va être dans notre combat system. Et donc, allons faire ça. Donc, je retourne ici, je vais aller dans combat, dans mon combat system, je vais aller à l'intérieur, et ici, il y a deux fonctions qui nous intéressent. Donc, la première, c'est le onGrid generated. Et ici, même chose, on va remplacer le isTile walkable qu'on a ici par notre check qui utilise les types de nos cases. Et c'est à ça que ça ressemble, donc c'est pas très beau, mais bon, ça devrait fonctionner, je pense. Ça devrait empêcher l'unité de se retrouver sur une case qu'elle ne devrait pas. Bon, maintenant on va aller faire la deuxième fonction qui fait la même chose, donc je vais juste copier toutes ces nodes-là ici et aller les coller à l'intérieur de notre onTile data updated pour remplacer le isTile walkable qu'on a ici. Et voilà, bon, c'est à ça que ça ressemble. C'est pas très beau, c'est aussi laid que l'autre d'avant, mais bon, je suis vraiment trop fatigué pour réparer ça ce soir. Donc, bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant et on va peut-être y revenir dans le futur pour rendre ça un peu plus beau. Ou peut-être pas, je sais pas encore. Là. Ça va dépendre comment je file. Mais bon, pour l'instant, c'est terminé pour ce soir, je crois. Donc, on va compiler et aller tester, voir si on a fini. Et maintenant, si j'essaie d'ajouter des unités, donc mes rangers, j'essaie de les mettre sur mes cases de flying unit, on voit que ça ne fonctionne pas. Même chose probablement pour mes chicken, warrior, on dirait que toutes les unités fonctionnent de la même façon, donc ça ne fonctionne pas. Mais par contre, mes bats, ils peuvent, donc parfait, on n'a pas brisé cette feature-là, on voit que ça fonctionne bien. Et ensuite, seconde chose, c'est quand on change le tile type ici pour un tile type de flying unit, on devrait voir que voilà, les rangers et les warriors disparaissent, comme ça ici. Mais par contre, les bats, eux autres, ne le disparaissent pas parce qu'ils sont sur les bonnes cases. Parfait. Donc, on a réparé la feature. Super. Bon, on a enfin terminé pour la journée. Enfin. Bon. Donc là, moi, je vais aller dormir et on se revoit dans la prochaine. Donc, bye bye!